Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus relativement nombreux pour cette présentation. Alors bon, je suis pas un professionnel, il faut être indulgent sur cette présentation. On va parler aujourd'hui de collection numérique et de l'intérêt qu'on y trouve parce que nous, on prétend pas être extrêmement technique, mais plutôt partager une passion, vraiment quelque chose qui nous plaît et dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Donc, petite présentation sur nous, donc avec Benjamin, mon acolyte, et moi-même, je m'appelle Max. On a créé une chaîne YouTube il y a un an maintenant, donc sur la collection numérique, et on va vous expliquer tout ce qu'on trouve intéressant dans cette nouvelle pratique. Je te laisse tourner. Alors, tout d'abord, quand on parle de collection numérique, c'est avant tout de la collection. Et il faut savoir que la collection traditionnelle, eh bien, c'est quelque chose qui est assez ancré dans la pratique des Français. Là, on a les résultats d'un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, donc c'est un institut de sondage assez connu, pour eBay. Et donc, ils ont fait une enquête auprès de plus de 3000 personnes et ils se sont rendus compte eh bien, qu'il y avait près de 40% des Français donc c'est un sondage représentatif, qui déclaraient eh bien, qu'ils avaient déjà collectionné ou qui collectionnent encore, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez ancré sur des sondages plus anciens aux États-Unis. On est à peu près sur ces niveaux-là. Donc il y a 40% de la population dans les pays occidentaux qui sont intéressés par la collection, qui ont déjà collectionné. Et du coup, quand on creuse un petit peu plus loin, on va regarder ce que les gens aiment bien collectionner. Et là, il n'y a pas de surprise, c'est des objets que vous connaissez bien. Des pièces de monnaie, des timbres, des livres anciens, des BD. Après, il y a des marchés un petit peu plus de niche. Vous voyez les baskets, les sneakers. Ça, c'est des choses qui sont très ancrées, surtout outre-Atlantique, un petit peu moins ici. Et voilà. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que quand on segmente au niveau des tranches d'âge, eh bien chez les plus jeunes, là, 25 et moins, eh bien ça monte à près de 50% de la population qui déclare collectionner des objets. Et on va voir un petit peu le lien avec le numérique. Alors déjà, pourquoi les gens collectionnent? Donc ils ont resserré ce sondage là, l'IFOP, à partir de ces plus de 3000 personnes. Ils sont restés sur les 1150 personnes qui déclaraient vraiment être des vrais collectionneurs. Et dedans, quand ils leur posent la question pourquoi vous faites ça, eh bien la première réponse est largement à 91%. Ils disent par plaisir, parce que c'est satisfaisant voilà, de collecter des séries d'objets, ça leur parle. Ensuite, la deuxième raison principale, et c'est des taux assez élevés, hein, y a plus de 60% qui disent qu'ils sont intéressés par le challenge que ça représente, la collection. Quand on commence à rentrer dans des séries, eh bien, le fait de compléter, d'avoir accès... Je me tais un petit peu. Ça marche. Donc on vient de nous annoncer, c'est cool. Du coup, j'étais sur le challenge que représentait la collection. Et donc parfois, dans les collections, il y a des objets très rares, très difficiles à avoir, en très peu d'exemplaires. Et ça, pour les vrais collectionneurs, eh bien, c'est un pur plaisir d'essayer de les récupérer et de les avoir. Et puis après, il y a d'autres aspects, mais qui sont moins importants. Donc là, on est en dessous des 50%. Évidemment, l'aspect spéculation, parce que ben, souvent, ces collections prennent de la valeur dans le temps. Et puis après, il y a aussi un aspect un peu plus, j'ai envie de dire, communautaire, d'être reconnu par ses pairs, donc à partager cette collection. Et ça, c'est des choses qu'on va voir un petit peu après. Je te laisse passer. Alors, avant de passer vraiment dans l'aspect collection numérique, peut-être une petite frise chronologique sur les événements importants. Donc déjà, si on est tous réunis ici aujourd'hui, c'est qu'à un moment, en 2009, eh bien, a été mis en service la blockchain Bitcoin.
Alors à l'époque, très peu on avait entendu parler, mais on se rend compte que c'est une bonne révolution. Et, euh, et voilà, donc à partir de la mise en service donc d'une blockchain, eh bien, tout un écosystème s'est développé autour de ça, un écosystème qu'on va appeler crypto blockchain ici. Et puis après, bien plus tard, 5 ans après, en 2014, eh bien, on a la première œuvre qui est considérée comme le premier NFT, qui a été réalisé par un artiste new-yorkais qui s'appelle Kevin McCoy, qui s'appelle Quantum. Alors là, elle n'est pas animée, mais en vrai, c'est une animation. Donc, voilà, c'est une œuvre numérique. Et donc, cet artiste s'est posé la question, voilà, je fais des œuvres numériques, mais comment je peux certifier, comment je peux authentifier, comment je peux la rendre unique? Et eh bien, il a résolu cette question en l'inscrivant dans un protocole blockchain. Donc, la blockchain, elle s'appelle Namecoin. Je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais peu importe. Et donc, à l'époque, ça s'appelait pas NFT, mais c'est considéré comme le premier NFT. Après, on peut discuter si c'est vraiment cette œuvre-là la première, mais peu importe. Pour situer dans le temps. Après, un autre événement assez important, en 2015, là, on a eu un pionnier du gaming blockchain. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Spells of Genesis. Et là, ils ont sorti des cartes, un petit peu à la manière de Magic, donc des cartes TCG à jouer et à collectionner. Et donc, il y a tout un, et donc associé à la blockchain. Ensuite, on a, je le cache un petit peu, 2016, Rare PP Wallet. Bon, je dis pas très bien en anglais. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon fort. Donc, Rare PP Wallet, là, on a eu le même PP où, eh bien, il commençait à avoir des collectionneurs et donc on a eu des NFT associés à ce PP et il y a eu un marché qui s'est ouvert. Les gens ont commencé à échanger, à vendre, à acheter des NFT PP et à un certain prix. Bien. Après, on continue. CryptoPunks, tout le monde connaît. 2017, même année, CryptoKitties. Donc là, c'est un jeu aussi. Bon, bref. Là, vraiment, très gros projet NFT. Hein, mais à l'époque, 2017, on pouvait les minter gratuitement. Il fallait juste payer les frais de gaz pour les mettre sur son wallet. Autre événement assez important, gaming, Axie Infinity. Là, c'est un jeu qui ressemble un petit peu dans un environnement un peu Pokémon, des petits animaux et tout qu'on peut, on va dire, créer, etc. Et avec ces Axie, en vrai, c'est un jeu qui est encore associé à la blockchain. Et là, il y avait aussi une crypto-monnaie qui était associée, et donc on pouvait développer à l'intérieur de son jeu ses créatures et puis d'autres choses. Et là, à nouveau, il y a eu des échanges et un aspect, on va dire, financier au développement de ce jeu. Et il a été quand même très très populaire. Et même dans certains pays du Sud, ça permettait de récupérer des vrais revenus pour ces personnes-là. Donc là, vraiment, Axie Infinity, une grosse communauté qui s'était mis ensemble. Et puis 2020, moment assez important pour finir un petit peu cette partie rétrospective, Decentraland. Donc là, c'est plutôt l'aspect métavers. On a commencé à développer eh bien, des réalités 3D, etc. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont mis en vente, en tout cas ils ont développé des parcelles. Et à nouveau, ces parcelles, on pouvait les acheter en crypto-monnaie. Donc c'est des parcelles NFT. Et puis pour finir, peut-être le plus connu aujourd'hui, les Bored Ape 2021. C'est pas si vieux que ça, hein, vu l'ampleur. Et là, bon, un projet qui a été surtout mis en avant grâce aux stars qui étaient associés. Hein. Il y avait Justin Bieber, Neymar, voilà, d'autres rappeurs, Eminem, etc. Bref, et là en plein dans la bulle crypto NFT. On va revenir à mon petit sondage et réfléchir à partir de là à l'intérêt de la collection numérique. Donc quand on interroge ces 1150 personnes qui déclarent être des vrais collectionneurs dans le monde physique et qu'on leur demande quels sont les risques associés à leur collection, en tout cas ce qu'ils craignent le plus, eh bien, c'est de se faire voler. Et ça, bah, malheureusement, le numérique peut pas le résoudre, en tout cas pas pour l'instant, parce que bon, bah, vous avez certainement entendu parler. Voilà, il y a eu des hacks, des gens qui se sont fait voler leur NFT sur leur wallet, donc bon, ça c'est pas résolu.
L'aspect que la collection se dévalue dans le temps aussi, hein, qu'on n'est pas misé sur le bon cheval. Et à nouveau, je pense qu'à cette période, on peut voir aussi que les collections NFT peuvent se dévaluer dans le temps. On n'est pas à l'abri de ça. En revanche, il y a 55% des collectionneurs qui ont peur que leur collection se dégrade dans le temps. Elle peut se dégrader pour plusieurs raisons. Soit des membres de la famille qui, je sais pas si c'est des figurines, qui les font tomber et tout ça. Et cet aspect de dégradation, eh bien là, on peut considérer que c'est résolu par l'aspect numérique parce que les NFT, eh bien il y a une forme de pérennité en vrai. Ils s'abîment pas dans le temps. On va pas, par exemple, sur un livre, les pages elles peuvent jaunir et par exemple sur les comics de collection, les pages jaunes, ça les dégrade, ça les dévalue. Pour un objet numérique, on n'aura pas ces enjeux-là. Alors la pérennité, on peut en discuter. Hein. Je ne sais pas si dans 1000 ans, il y aura encore les NFT, mais on peut considérer que ça pérennise et ça résout le problème de la dégradation. Ensuite, deuxième question intéressante, c'est que la collection, c'est souvent source de conflits dans les couples. Voilà, donc là, pourquoi les couples se déchirent autour de la collection? C'est des taux un petit peu moins importants, mais 25%, c'est pour la place que ça prend dans la maison. Et puis à 20%, aussi l'impact que ça a à l'intérieur de la maison. Par exemple, imaginons des fans de Funko Pop qui en auraient partout chez eux. Eh bien, il faut apprécier le style et peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Et là, à nouveau, le numérique, on a tout sur son wallet ou dans son téléphone pour les plateformes centralisées. Et c'est un petit peu ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, je te laisse passer. Et puis, il y a d'autres avantages, surtout pour ceux qui créent les NFT. C'est assez économique en vrai. C'est pas des objets qui sont compliqués à produire. Hein, et, on peut passer du temps à réfléchir au concept, à ce qu'on a envie de proposer au travers de ces projets. Mais ça coûte pas très cher à produire. C'est facile à diffuser. C'est instantané, c'est partout dans le monde. C'est facile à échanger aussi sur les marketplaces. Hein, pour ceux qui collectionnent des objets physiques, en vrai, c'est pas si simple de pouvoir vendre ou acheter en toute confiance des objets qui sont parfois à l'autre bout du monde. On est obligé de passer par des organismes qui doivent authentifier, qui doivent noter l'état de nos objets. Et tout ça, on ne se pose pas la question quand on achète des NFT. Il peut y avoir d'autres problèmes. Et puis on l'a mis, alors ça on peut en discuter, mais de notre point de vue, c'est aussi plus écologique. Alors, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais effectivement ça consomme de l'énergie. Mais en termes de flux et de matière, si on fait réellement, sérieusement, une analyse de cycle de vie, je pense que c'est moins impactant de produire et de stocker des NFT, d'assurer leurs échanges, que de produire, stocker, échanger, envoyer, stocker des objets physiques. Alors, en tout cas pour la plupart. Et puis il y a d'autres avantages qu'on va voir un petit peu à présent. Ah bon, bref. Les NFT pour les marques ou pour ceux qui veulent lancer leur projet, ils permettent surtout de changer le rapport avec leur public. Ça va permettre notamment de développer des communautés autour de ces projets, de développer des utilités qu'on va pouvoir voir à présent. Alors je vais vous prendre un petit exemple avec Billy. Ça normalement c'est un NFT que vous avez tous dans la poche. Aujourd'hui pour venir, vous avez eu votre place, c'est un NFT. Donc Billy c'est une plateforme de billetterie, mais qui a eu la bonne idée d'utiliser la blockchain et puis de faire des NFT. Moi, à titre personnel, j'aime bien pour les événements où j'ai passé des bons moments, des choses importantes, des concerts, des matchs de foot, etc., de les conserver, ces tickets. Alors, ce n'est pas vraiment des objets de collection, mais c'est des objets sentimentaux que j'aime bien garder. Et c'est ce qu'ils ont compris. À nouveau, ces billets, si vous le souhaitez, vous pouvez les collectionner. Et en plus, pour les créateurs, ceux qui vont faire leurs événements ou autres, eh bien, ils peuvent un petit peu plus les personnaliser. Et là, on va venir sur l'aspect un petit peu plus d'utilité. Là, quand vous avez eu votre billet,
eh bien, vous aviez plusieurs catégories. La plupart, vous avez des billets de bronze, mais vous pouviez aussi avoir des billets d'argent et des billets d'or. Et ça, normalement, dans une billetterie classique, on ne peut pas vraiment le faire. Et on voit en vrai que le rapport il change entre celui qui va organiser son événement et le public qui va le recevoir. Et donc, on peut faire des petites surprises. Pour des billets d'or, on peut imaginer voilà, des entrées un peu VIP, des accès au backstage. On peut imaginer plein de choses. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est une première proposition qui est faite par Billy. Là, on va passer plutôt sur un aspect plutôt artistique. Un ami à nous qui s'appelle Jeg, qui est bien connu de notre communauté. Eh bien, il va pouvoir faire ses toiles. Donc, il peint ses toiles et puis il les numérise. Et en vrai, il va associer les deux, ce qu'on va appeler un digital et ce que je vais un petit peu plus développer tout à l'heure. Donc voilà, je vous le montre ici. Espérons que ça présage d'un avenir joyeux avec un joli bull market en verre. Donc voilà, on va passer à un autre projet. D'ailleurs, ils sont juste derrière. Je vous invite à aller voir leur stand après. Donc c'est MetaFight. Là, on va être plutôt sur la collection de cartes et associé à un jeu. Ça se fait beaucoup. Un des plus connus, c'est une licorne française qui s'appelle Sorare. Je pense que vous la connaissez. Mais il y a plein d'autres projets de cette nature avec des cartes à collectionner et qui vont permettre de jouer dans ce qu'on appelle un fantasy game. Et donc là, c'est un fantasy game de combat avec des combattants de MMA. Ouais. Et on a la chance, il y a un des combattants très connus à l'UFC qui est dans le salon. Donc Josh Emmett, il est là. Et ça nous fait plaisir de pouvoir le voir. Donc voilà, là on a l'exemple gaming NFT associé à des cartes donc, et un jeu. Et il y en a plein, il y en a sur le tennis, il y en a avec, tiens, il y a Wagme, il y a Stables avec PMU, et il y a plein de choses. Donc ça, c'est assez diffus. Un projet qu'on aime beaucoup. Donc là, on est sur une plateforme centralisée avec DC. Alors DC Comics, c'est un éditeur de bande dessinée américaine, vraiment un pionnier dans la culture américaine. Donc qui a sorti des bandes dessinées extrêmement connues. Et donc à l'époque c'était opéré par Palm, mais ça a changé, peu importe. Et donc ils ont proposé de minter des Batcalls, des masques à l'effigie de Batman. Et pour ceux qui l'ont fait, ils sont rentrés dans une communauté. Et avec cette communauté, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, qui va marquer l'histoire du comics. Ils ont créé une bande dessinée originale qui n'existe pas dans le physique. Et donc, ils ont sondé un petit peu cette communauté et est sorti eh bien, une bande dessinée sous format NFT. Et elle va être imprimée en format physique. Et donc, là, on voit bien les échanges qu'il y a entre cette petite communauté qui s'est soudée et puis la production d'un objet nouveau et les interactions qui sont complètement différentes entre le public et puis cette marque qui va éditer. Deuxième chose qui est assez rigolote avec Candy, donc ils sortent aussi des comics, des grands classiques, ici le Batman numéro 1, sous format de NFT, donc c'est des livres qui existent déjà, et ils vont reprendre les codes de la collection traditionnelle, de la collection physique, en proposant différentes niveaux de rareté dans les livres qu'ils vont vendre et ils vont les dégrader. Comme je vous disais tout à l'heure, les livres dans le temps se dégradent et ceux qui sont dans le meilleur état, qui sont certifiés dans le meilleur état, se vendent plus cher. Et donc là, en fonction de la rareté, eh bien, on va avoir un livre plus ou moins dégradé. Et puis pour ceux qui ont beaucoup de chance, eh bien, ils vont pouvoir avoir le livre en meilleur état. La prochaine, s'il te plaît. Un autre exemple assez rigolo sur lequel on voit que la collection numérique s'appuie beaucoup sur la collection traditionnelle, un projet qui s'appelle Cryptoys.
donc qui propose des petites figurines 3D qui sont censées évoluer dans un métavers dans un proche avenir. Et donc là, on achète ce qu'on appelle des boîtes mystères. Donc on ne sait pas trop ce qu'on achète. On sait qu'on va avoir une série de personnages, par exemple ici Star Wars. Et eh bien, on va pouvoir découvrir cette boîte mystère. Donc là, pas de grande surprise. Mais une fois qu'on a dévoilé son personnage, eh bien, il est encore emballé dans sa boîte d'origine. Et si on veut, on peut déballer ou non cet objet. Donc pour après jouer avec. Et à nouveau, pour les collectionneurs de certaines figurines en physique, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, de garder à l'intérieur des boîtes les figurines pour que, évidemment, elles prennent de la valeur dans le temps. Ici, le projet qui nous anime le plus avec Benjamin, dans lequel on a passé le plus de temps, qui s'appelle VV ou Vivi en anglais. Alors c'est un projet assez exceptionnel dans l'ampleur, le volume de ce qui a été produit. Donc il y a entre 8 et 10 millions de NFT qui ont déjà été vendus sur cette plateforme. Et la grande particularité, c'est qu'ils sont associés avec des très très grandes marques et un grand nombre de très grandes marques. Donc, il y en a largement plus de 100 qui ont signé avec Vivi. Et ça va de Disney, Marvel, Coca-Cola, Universal. Je vais pas tous les faire. Des grandes marques de voitures, vous voyez Lamborghini. Et l'intérêt de Vivi, là où ils ont beaucoup travaillé, c'est eh bien la réalité augmentée. Donc eux, ils proposent des objets en 3D et aussi un support, hein, notamment le téléphone, leur application, pour projeter ça dans son environnement du quotidien, dans la rue, dans sa voiture, chez soi. On va pouvoir projeter ces objets eh bien, avec son téléphone. Et puis on va voir un petit peu plus tard d'autres supports qui pourront être intéressants pour cette projection 3D en réalité augmentée. Mais il travaille aussi sur la réalité virtuelle parce que eh bien, il développe un métavers qui s'appelle le Viviverse. Et l'objet, c'est de pouvoir projeter aussi ces objets à l'intérieur du métavers, donc avoir cette vision 3D dans un monde virtuel et avoir un petit peu plus d'interaction avec tous ces objets. Un autre projet qu'on aime beaucoup, qui développe le concept de Phygital, s'appelle Hero. C'est à nouveau avec l'éditeur DC Comics. Et ils vont sortir des cartes à collectionner, mais des cartes physiques. Donc vous avez vraiment vos cartes de collection. Et derrière, vous avez un QR code que vous pouvez scanner et qui vous mint automatiquement le NFT associé. Et ce NFT, eh bien, il va vous permettre d'évoluer donc dans un environnement numérique, dans l'application soit téléphone, soit sur votre ordinateur, pour pouvoir interagir avec la communauté qui collectionne aussi. Et je vous avais dit dans les choses qui sont importantes dans le monde de la collection traditionnelle, c'est évidemment le plaisir de collectionner, donc ça on l'a, mais c'est aussi le plaisir de partager avec sa communauté, de pouvoir être reconnu par ses pairs. Et c'est exactement ça qui se passe sur Hero. C'est le fait de pouvoir partager à l'ensemble de sa communauté la collection qu'on possède et aussi évoluer au sein d'un classement. Donc il y a un ranking avec les meilleurs collectionneurs. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de très important pour les très gros collectionneurs. Ils veulent être dans le top 10 ou être les premiers là-dedans. Donc, ils ont pu développer ça. Je regrette cependant que ce ne soit pas un TCG, qu'on puisse jouer avec ces cartes, mais on peut le voir. Autre projet qui nous a paru assez novateur à l'époque, hein, parce qu'il est assez ancien, sur la blockchain Wax, on a Funko Digital. Donc Funko, c'est une marque assez connue qui fait des petites figurines. Donc les Funko Pop sont les plus connus, mais il n'y a pas que ça. Et donc il y a quelques temps, ils ont sorti des cartes à collectionner à nouveau. Donc on peut acheter des paquets
à nouveau à l'aveugle. Donc, comme pour les cartes Pokémon ou je sais pas, on achète des boosters. Donc là, c'est des boosters numériques entre guillemets. On ouvre, on découvre des cartes. Et si on complète les collections, eh bien, à un certain niveau, on va pouvoir récupérer les figurines physiques associées. Et ça, vraiment, c'est très sympa parce que ça va réunir deux mondes qui sont un petit peu distants aujourd'hui, le monde de la collection traditionnelle et le monde de la collection numérique. Donc ici, un exemple avec les Tortues Ninja et puis plus récemment, Harry Potter qui est sorti sur Funko Digital. Autre projet extrêmement enthousiasmant pour nous en tout cas, avec une marque qui s'appelle Nike, je suppose que vous la connaissez. Ils ont sorti, donc eux ils sont ancrés dans le Web3 depuis quelques temps. Ils étaient très investis sur un projet qui s'appelle Artefact. Et plus récemment, ils ont créé leur propre plateforme qui s'appelle Swoosh. Et sur Swoosh, en gros, ce qu'ils proposent, c'est de co-construire les futurs objets numériques et physiques avec leur communauté, notamment avec des créateurs, des designers. L'objet, c'est d'essayer de développer eh bien, cette créativité, pas seulement avec les gens de l'équipe Nike, mais de se laisser surprendre par ce que proposerait leur communauté. Et ici, un premier exemple que j'aime beaucoup, cette chaussure Tinage qui est vraiment sortie. Donc à nouveau, la collection de chaussures, ça peut paraître un peu saugrenu ici, mais c'est une pratique extrêmement développée aux États-Unis et très importante. Ça reste un marché niche, mais c'est quelque chose d'assez significatif. Et donc celle-ci, elle n'a pas été designée par la communauté, mais les futurs objets, c'est bien ça qui est prévu. Et on trouve ça vraiment très novateur et très enthousiasmant parce que dans cette plateforme exactement, il y a un côté win-win. C'est-à-dire que je suppose que pour intégrer les équipes de Nike, c'est peut-être pas évident, voilà, pour être celui qui va finir ces modèles. Mais là, s'il y a une proposition qui est faite par un jeune créateur et qui est validée par la communauté et par Nike, ça le met tout de suite en lumière. Puis en vrai, Nike, ça leur coûte pas très cher en vrai, de faire ça. Donc il y a vraiment un aspect comme ça. Et puis, il y a quelque chose sur les royalties, c'est-à-dire que celui qui est à l'origine de cette création va pouvoir recevoir une sorte de dividende, donc les royautés, sur sa création et les ventes associées. Et ça, vraiment, je trouve ça très, très, très intéressant. Il reste combien? Ok. On a un exemple, alors là, vraiment encore plus de niche, mais pour montrer un petit peu la diversité de ces projets, avec Louis Vuitton. Alors, ils ont sorti il y a quelques temps une mallette. Alors, c'est pas pour toutes les bourses, elle coûtait 39 000 euros à l'époque. Donc, mais c'était donc une petite mallette NFT comme ça, assez jolie. Mais en gros, c'était pour entrer dans un programme de fidélité qui s'appelle VIA. Et à partir de là, eh bien, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir avoir accès à des ventes à la fois en numérique et en physique exclusives. En vrai, c'est un programme de fidélité vraiment personnalisé avec eh bien, ce VIA et cette mallette associée. Là, il y a pas très longtemps, il y a eu un nouveau drop numérique donc sur des petites pochettes et qui vont pouvoir récupérer en digital. Et puis, pour ouvrir un petit peu, pour imaginer le futur, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à s'intéresser au Web3 au travers des objets de collection, au travers des NFT. Et vraiment des acteurs pour lesquels c'est pas forcément évident de penser à ça. Typiquement, Visa et Mastercard, quasiment en même temps, coup sur coup, ils ont développé et ils sont en train de développer avec leurs clients deux stratégies assez différentes, mais peu importe, au travers de la blockchain et des NFT et des objets de collection numériques, des programmes de fidélité auprès de leurs clients. Clients plus professionnels pour Visa
Et pour Mastercard, un petit peu plus hybride. Là, ici, c'est le logo de Lufthansa. Ils sont en train aussi de développer leur programme de fidélité. Ce qu'on avait avant, les miles, etc., ça va être avec des NFT et la blockchain. Et à nouveau, ils veulent développer des objets de collection, avoir un côté plus ludique, plus de, on va appeler de gamification dans ces programmes de fidélité associés à des très grandes marques. Donc ici, Lufthansa, une compagnie aérienne, ou plutôt un groupe de compagnies aériennes. Et ici, rien à voir, Forbes, donc c'est plutôt média, média presse classique écrite. Et eux aussi, ils sont en train de faire leur transition vers le Web 3 et un programme de fidélité. Donc là, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais là, c'était plutôt pour vous montrer que, eh bien, malgré donc l'explosion de la bulle NFT depuis maintenant 2 ans, eh bien, il y a quand même des acteurs qui sont assez éloignés, en tout cas qui semblent éloignés de ces objets de collection numérique, de la blockchain, etc., qui s'y intéressent de très près. Et selon nous, on est vraiment au début d'une nouvelle ère et ces objets vont prendre de plus en plus de place dans nos quotidiens. Et pourquoi ? En tout cas, une des approches qu'on adopte, c'est qu'en gros, il y a aussi une technologie à côté qui se développe, qui n'est pas forcément pensée pour ces objets, mais qui vont pouvoir les intégrer de très belle manière. Donc, on a beaucoup entendu parler des métavers ces derniers temps. Il y a des objets qui vont pouvoir aider à appréhender un petit peu mieux ces environnements, notamment les casques, en vrai, les lunettes, les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et là, on voit bien comment on va pouvoir projeter facilement ces objets numériques. Et bien selon nous, les objets de collection numériques vont pouvoir être valorisés au travers de ces nouveaux supports. Et donc, on imagine vraiment que eh bien, ce n'est pas éphémère, mais que ça va être vraiment des objets qui vont prendre beaucoup plus de place dans nos quotidiens, dans un futur relativement proche, un horizon, je dirais, de 5 à 10 ans. Et voilà tout pour nous aujourd'hui. Et si on reste à disposition si vous avez des questions. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. C'est gentil, c'est gentil. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, c'est bon. Je me présente, moi je suis président d'une société qui s'appelle Collector et on est un des plus gros vendeurs français de TCG, donc de cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh, cartes One Piece, cartes Lorcana, etc. Et moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est donc digitalisation de ce monde-là. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux acteurs pour tout ce qui est la barrière à l'entrée de c'est pas notre domaine. C'est un peu comme il y a eu le problème au niveau de la gamification Web3. Il y avait des très bons studios de jeux vidéo, il y avait des très bons développeurs Web3, mais il n'y avait pas, il y avait vraiment une barrière à l'entrée quand c'était pas notre domaine finalement. Merci beaucoup pour cette question. Je suis vraiment content de pouvoir y répondre parce que c'est un sujet qui me passionne parce que je suis fan de cartes TCG, One Piece en ce moment. Bref. Et je pense qu'effectivement, ce monde-là a tout à gagner à rentrer de plein pied dans cette technologie. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a l'acteur d'ici qui a proposé des cartes à collectionner, donc des cartes physiques. On les a toujours ces cartes qu'on va pouvoir scanner. Et donc pour l'instant, les gros acteurs type Bandai, Lorcana par exemple, je pense qu'effectivement ils ont peur de la réaction de leur public cible classique. Et cette peur, elle est pas fondée. Alors aujourd'hui, dans mon quotidien, je vois bien que les acteurs de la collection traditionnelle sont réticents, soit indifférents ou même carrément hostiles aux NFT. Par méconnaissance généralement.
Il y en a qui n'ont pas du tout envie de discuter, hein. Des fois, j'ai l'impression de vendre un steak tartare à un vegan. On n'est pas dans le même monde là. Mais en vrai, c'est la même chose parce que la collection numérique s'appuie sur la collection physique. Et puis, en vrai, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites. Par exemple, pour les TCG, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cartes à collectionner, mais ce sont des cartes à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer. Pour ceux qui sont à la campagne ou qui ont envie de jouer à l'international, c'est pas évident. Et là, tout de suite, sur un format digital, on se retrouve sur une plateforme, sur son téléphone, et on pourrait jouer avec sa communauté, peu importe qu'on soit au Japon, aux États-Unis, en France, peu importe l'heure. Donc ça, déjà, ça pourrait dynamiser le jeu, ça pourrait dynamiser un petit peu tout cet environnement, parce que, en vrai, c'est pas si évident que ça de trouver une boutique où on peut jouer un petit peu partout. Donc dans les grandes villes, c'est bon, mais déjà, je pense que ça rendrait plus accessible ce jeu. Et en vrai, c'est pas très compliqué. Moi, je trouve que cet exemple, c'est le meilleur exemple pour résoudre cette question. On garde l'aspect de collection physique, ce qui peut plaire aux collectionneurs, et on donne une passerelle pour pouvoir interagir avec sa communauté. Et deuxième très bonne raison, c'est que ce double digital, il peut avoir aussi une valeur intrinsèque, et on le voit avec les cartes Hachero, il y en a certaines qui coûtent cher, et on peut aussi faciliter les transactions, les échanges de ces collections. Je pense que c'est plus facile de s'échanger un NFT que de s'envoyer, par exemple, du Japon aux États-Unis, une carte Pokémon. Surtout si elle a une grande valeur. Parce que là, on va devoir passer par un tiers qui va la noter, qui va la grader pour l'authentifier, premièrement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus suffisant. Il y a une grosse polémique. Là, c'est plutôt sur les livres de collection, là, les comics, où il y a eu les comics, une fois qu'ils sont authentifiés et notés, ils sont mis dans des boîtes en plastique qu'on appelle des slabs. Et il y en a qui les ont sortis de leur boîte en plastique et qu'il y a quand même des trafics. Donc c'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus confiance parce qu'on ne sait pas en vrai ce qui s'est passé et c'est très difficile. Et là, pour le coup, le numérique, il résout ces choses. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des scams et tout ça, mais normalement, surtout sur des plateformes centralisées, donc on imagine Bandai lance, digitalise tout, et bien, il n'y aurait pas ces problèmes-là, parce qu'une fois qu'on est dans ce circuit fermé, on peut échanger et vendre très facilement, et aussi, on a le pouls du marché, on sait exactement à quel prix doit s'échanger normalement cette carte à l'instant T. Je pense qu'il y a moins d'erreurs pour ceux qui débuteraient par exemple une collection. Et on peut quand même commettre des erreurs quand on découvre un nouvel environnement. Donc voilà, et je pense que c'est assez facile. Et par ailleurs, dans le TCG, il y en a qui se lancent dans la digitalisation. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait Dragon Ball Z qui sortait des versions digitales, et je pense qu'ils auraient tout à gagner à les faire en NFT. Je pense pas que ça soit le choix qui est fait. Mais c'est pour ne pas contrarier sa communauté. Et je pense que c'est bien dommage. Et ils le feront à terme. Ça, c'est un pari. Une autre question ? Il vous reste 3 minutes si vous voulez encore développer. Bon, là, il y a une question. Merci. Bonjour. Je sais qu'il y a déjà des jeux en ligne. Ah, merci. Je sais qu'il y a déjà des jeux en ligne. On n'est pas obligé d'avoir des NFT, mais on peut posséder des cartes et quand même jouer avec d'autres personnes avec notre propre collection. Quelle est la plus-value d'avoir un NFT finalement ? C'est une bonne question. Là, la plus-value, tu veux répondre peut-être, Benjamin ? Ça dépend. Alors, on peut jouer sans NFT, on peut échanger, on peut faire tout ça. Là, c'est plus pour l'aspect collection. Alors déjà, le NFT va certifier aussi, va authentifier et va pouvoir aussi singulariser vos objets. Par exemple, ici, on va avoir un numéro de mint,
qui peut être très important pour les collectionneurs. Le numéro mint, en vrai, c'est le numéro qui est associé au tirage, au moment où va être frappée votre carte ou peu importe. Et peut-être que ça, on va peut-être pas le retrouver dans ces supports que je connais pas forcément personnellement. Mais pour l'aspect collection, ça peut avoir l'intérêt vraiment de singulariser ces objets à nouveau dans la quête d'avoir l'objet exceptionnel. Eh bien, si vous interrogez, par exemple, il y a un stand derrière, donc il y a MetaFight. Vous pouvez retrouver aussi VV plus loin. Si vous parlez avec la communauté VV, vous allez voir en vrai que ces numéros de mint peuvent être extrêmement importants et dans la quête en vrai de la collection. Mais pour le jeu, j'en conviens, on peut tout à fait collectionner et puis s'amuser. Et puis pour ceux qui créent, il y a aussi l'avantage de recevoir aussi, de percevoir des royalties sur ces échanges. En vrai, c'est aussi un aspect, on va dire, économique, financier, hein, pour les créateurs, là, pour le coup, plus que pour la communauté. Mais après, je comprends beaucoup de réticences, que ce soit gaming ou autre, vis-à-vis de cette technologie. Mais certains consensus peuvent être trouvés et il n'y a pas forcément à payer après sur les échanges. Benjamin, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Ok, pas très bien. Une dernière question si vous voulez, sinon on va arriver à la fin. Et puis nous on reste à disposition, on essaye d'être disponible si vous voulez qu'on parle plus longuement par la suite. Bon je vous remercie de votre présence, en tout cas c'est gentil, c'est gentil.